Deadliest Catch est depuis longtemps l'une des émissions de télé-réalité les plus captivantes de la télévision. Mais avec Sig Hansen au centre de l'action, les choses sont peut-être sur le point de prendre une tournure dramatique. Ces décisions pourraient-elles plonger l'émission dans le chaos? Découvrons-le. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des secrets sur Sig Hansen que la plupart des fans ignorent. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également plonger dans le monde de Deadliest Catch lui-même en explorant les dangers, les rivalités et la réalité derrière les caméras. Restez avec nous jusqu'à la fin, car l'histoire complète en vaut la peine. Depuis sa première diffusion, le 12 avril 2005, Deadliest Catch est devenue l'une des séries les plus emblématiques de Discovery Channel. Elle suit la vie de pêcheurs de crabes bravant les rigueurs de la mer de Bering pendant les saisons de pêche au crabe royal et au crabe des neiges en Alaska. La flotte opère à partir de Dutch Harbor dans les îles Aléoutiennes, où les vents glacés et les vagues démesurées font de chaque sortie un pari. Le titre lui-même, Deadliest Catch, n'est pas exagéré. Le travail est magnifique à l'écran, mais derrière le spectacle se cache un danger à chaque tournant. La première saison a compté 10 épisodes et s'est achevée le 14 juin 2005. Son succès a été immédiat. Depuis, de nouvelles saisons sont diffusées chaque printemps, attirant des millions de téléspectateurs dans le monde de la pêche au crabe. L'émission n'édulcore pas les dangers. De lourds casiers à crabes se balancent sur des ponts glissants. Des centaines de kilos de crabes doivent être triés et empilés pendant que les tempêtes font rage et que les coups de vent déchaînent la mer. Les membres de l'équipage se penchent par-dessus les rails pour installer ou hisser les casiers, toujours à un pas du désastre. Chaque épisode suit une histoire différente, qu'il s'agisse des difficultés d'un débutant, de la concurrence acharnée entre les bateaux ou du stress que la vie sur la mer de Bering fait subir aux capitaines eux-mêmes. Les capitaines, bien sûr, sont les vedettes. Les rivalités sont féroces, surtout entre Sig Hansen du Northwestern et Jonathan et Andy Hillstrand du Time Bandit. Les liens familiaux sont également profonds. Sig travaille avec ses frères Norm et Edgar, tandis que les Hillstrand apportent leur propre dynamique familiale. D'autres rivalités opposent Keith et Monty Colburn du Wizard. La pêche au crabe est considérée comme l'une des professions les plus meurtrières au monde. C'est pourquoi l'US joue un rôle essentiel dans l'émission. Les hélicoptères de sauvetage de Kodiak et de Saint-Paul sont souvent envoyés pour sauver des pêcheurs dans des situations de vie ou de mort. Au fil des ans, Deadliest Catch a filmé certains des moments les plus sombres de la flotte, notamment les pertes du Big Valley en 2005, de l'Ocean Challenger en 2006 et du Katmai en 2008. Pour se préparer à de telles tragédies, une équipe de tournage est toujours intégrée à la garde côtière. Contrairement à de nombreuses émissions de télé-réalité, Deadliest Catch n'a pas d'animateur devant la caméra. Au lieu de cela, l'histoire est liée à une narration. En Amérique du Nord, cette voix est celle de Mike Rowe, dont le commentaire est devenu aussi emblématique que l'émission elle-même. Au Royaume-Uni, c'est Bill Petrie qui fait office de narrateur. Les transitions entre les intrigues sont souvent accompagnées d'un effet d'écran radar qui suit les bateaux dans leur progression vers le nord jusqu'à l'île St. Paul Island ou retournent au sud vers Dutch Harbor. Il est intéressant de noter qu'à l'origine, Mike Rowe était censé animer la série à la caméra, mais qu'il a fini par en faire la voix, une décision qui a donné à l'émission son cachet particulier. Des rapports ont révélé qu'il était apparu dans des séquences enregistrées en tant que lui-même au cours de la première saison de tournage. Cependant, alors que le tournage de la première saison touchait à sa fin, Discovery a autorisé la production d'un autre projet, de Rowe Dirty Jobs. Cette décision a été prise à la condition que Rowe ne choisisse qu'une seule émission dans laquelle il apparaîtrait devant la caméra. La plupart des images tournées par Rowe au cours de la première saison ont été intégrées à l'épisode sur les coulisses de la première saison. Plus tard, lorsque l'émission est arrivée à sa 3e saison et qu'elle s'est achevée, elle a commencé à diffuser une mini-série sur les coulisses de la saison intitulée After the Catch,
après la capture. After the Catch est une table ronde où les capitaines racontent leur expérience du tournage des épisodes de la saison précédente. En plus d'être une émission intéressante, Deadliest Catch a également fait l'objet de plusieurs mesures en raison de son succès continu. Ils ont également pris en considération le fait que Deadliest Catch est un enregistrement filmé de la vie quotidienne dans un environnement de travail stressant et ont décidé de censurer les gestes et le langage jugés inappropriés pour le public de la télévision. Par exemple, selon le système de classification de la télévision américaine, Deadliest Catch est classé TV14 avec L comme préoccupation majeure pour le langage inapproprié. De même, pour masquer visuellement des éléments tels que les gestes des doigts, les blessures sanglantes ou l'anonymat des membres de l'équipe, les producteurs ont recours à la pixelisation traditionnelle ou au flou. Cependant, en raison du nombre de grossièretés utilisées dans les conversations des membres de l'équipe, les producteurs emploient parfois d'autres méthodes de censure des grossièretés, comme l'utilisation d'effets sonores à la place du traditionnel blip. Après la première saison, les épisodes diffusés à l'origine de l'émission ont utilisé la chanson Wanted, Dead or Alive de Bon Jovi comme thème principal. Mais ce n'est pas tout. Tout au long de la série, le thème a été tronqué, et après la saison 11, il a été entièrement remplacé. La série comporte de nombreux dangers et risques, et elle les a exposés avec succès au public. Voyons cela de plus près. D'après les archives, la pêche commerciale a longtemps été considérée comme l'une des professions les plus dangereuses en Amérique. Plus tard, en 2006, le Bureau des statistiques du travail a classé la pêche commerciale comme la profession présentant le taux de mortalité le plus élevé, avec 141,7 pour 100 000. Ce chiffre est supérieur de près de 75% au taux de mortalité des pilotes, des mécaniciens de bord et des bûcherons qui sont les autres professions les plus dangereuses. En outre, la pêche au crabe royal en Alaska est considérée comme encore plus dangereuse que la pêche commerciale moyenne. La mer de Bering, où le crabe est pêché, connaît des conditions difficiles pendant la saison de pêche au crabe. Selon l'épisode pilote, le taux de mortalité pendant les principales saisons de pêche au crabe s'élève en moyenne à près d'un pêcheur par semaine, tandis que le taux de blessure des équipages de la plupart des bateaux est proche de 100%. Ces dangers sont accrus par les conditions météorologiques difficiles, notamment les coups de vent violents, les vagues scélérates et les formations de glace autour du bateau. En outre, il y a le risque de travailler avec des machines aussi lourdes sur un pont de bateau en mouvement constant. La pêche au crabe royal en Alaska a fait état de plus de 300 décès pour 100 000 en 2025, dont plus de 80% sont dus à la noyade ou à l'hypothermie. Vous serez surpris d'apprendre que la série n'a pas été tournée dans de bonnes conditions. La première saison a été tournée pendant la dernière année de la pêche au crabe royal de type derby. D'autres saisons ultérieures ont été fixées après une modification du système de quotas dans le cadre d'un processus connu sous le nom de rationalisation. Dans l'ancien système, un grand nombre d'équipages rivalisaient entre eux pour capturer des crabes pendant une période de temps limitée. Dans le cadre du nouveau système de quotas de pêche individuels, les propriétaires établis, tels que ceux décrits dans la série, se sont vus attribuer des quotas qu'ils peuvent remplir à un rythme plus tranquille. En théorie, ils devaient être plus sûrs, ce qui était la principale raison du changement des règles de pêche. Le passage au système de quotas devait également augmenter la valeur du crabe en limitant le marché des crabes disponibles. Plus tard, au cours de la saison 2006, un afflux de crabes étrangers a annulé une partie des gains. Le processus de rationalisation a mis de nombreux équipages au chômage parce que les propriétaires de nombreux petits bateaux ont estimé que les quotas qui leur étaient attribués étaient trop faibles pour couvrir les frais d'exploitation. Au cours de la première saison du système IFQ, la flotte est passée de plus de 250 bateaux à environ 89 bateaux plus grands avec des quotas élevés. La vie n'a pas été facile pour les pêcheurs. L'une des principales caractéristiques de la série est la représentation de la dure vie en mer qui inclut le comportement et les manières des pêcheurs engagés dans un mode de vie dangereux
avec peu de tolérance pour les mauvaises performances ou l'inaptitude. De nombreuses émissions de la série mettent également en scène des pêcheurs débutants qui font généralement l'objet de critiques acerbes et parfois de brimades de la part des matelots de pont chevronnés. Dans un autre cas, un nouveau pêcheur est entré sur la passerelle d'un navire pour réprimander son capitaine pour ce qu'il considérait comme des commentaires injustes. Malheureusement pour lui, il a été licencié dès que le navire est rentré au port. Plus tard, dans un autre incident filmé, il y a eu une bagarre à bord du navire de pêche Wizard, au cours de laquelle un marin novice a donné un coup de poing à un pêcheur chevronné qui s'était livré à des actes de harcèlement et d'intimidation. Une fois de plus, le matelot a été renvoyé dès que le navire est arrivé au port, ce qui a suscité des réactions mitigées de la part des fans de la série. La série de télé-réalité est de plus en plus populaire et intéressante, et ils ont décidé d'en faire une émission en coulisses. Dans l'émission spéciale sur les coulisses, des informations sur la production de l'émission ont été révélées. Une équipe de télévision de 2 personnes vit également sur chaque profil de bateau. La production n'a pas été facile. Elle a été fatigante et très exigeante. L'équipe de production utilise des caméras HDV Sony HVR-Z5U et HVR-Z7U portatives pour tourner la majeure partie de la série. Ils en ont placé une sur le pont principal et une autre dans la timonerie. Des séquences supplémentaires ont été fournies capturées par 4 caméras fixes installées en permanence autour du bateau et qui enregistrent en permanence. Pour améliorer la production, des prises de vue ont été réalisées à partir de différents points avantageux à l'extérieur du bateau. Pour ce faire, plusieurs méthodes ont été utilisées, notamment l'utilisation d'un hélicoptère pour les prises de vue près du port et d'un caméraman à bord d'un bateau de poursuite. Dans la première saison, le principal bateau de poursuite était le F-Overv Time Bandit, et l'équipe utilise également des caméras sous-marines, dont une attachée à un casier à crabe, pour obtenir une vue du casier en train d'être récupéré dans la deuxième saison. L'une d'entre elles a été installée dans le vivier à crabe principal, tandis que l'autre a été montée sur un bateau submersible à partir de la 3e saison. Plus tard, l'émission spéciale sur les coulisses de la saison 9 présente 2 autres méthodes de tournage des plongeurs près des bateaux et au fond du port de Dutch Harbor pour le départ de la flotte de crabes royaux. Une autre méthode utilisée est un hélicoptère équipé d'une caméra à tourelle montée sur le ventre. C'est ce même hélicoptère qui a été utilisé pour filmer les scènes de Skyfall. Le son a également été enregistré à l'aide de microphones sans fil portés par les pêcheurs et de micro-canons fixés aux caméras. Ils ont également rencontré quelques problèmes au cours de la production. En raison du manque de place sur les bateaux, les équipes n'ont pas de mixeur audio à bord. De plus, lors de la post-production audio, l'équipe de sonorisation tente d'utiliser les sons réels qui ont été enregistrés sur les bateaux. Bien que l'équipement soit soigneusement imperméabilisé, les caméras sont régulièrement endommagées par la corrosion, la glace et les accidents. Outre les problèmes de production, plusieurs problèmes sont apparus parmi les travailleurs. Voyons ce qui s'est passé. Les enjeux en coulisses. À un moment donné de la série télévisée, le capitaine Sig Hansen du F-Overv Northwestern est monté à bord et a joué le rôle de conseiller technique auprès des producteurs de la série. Le tournage des épisodes de Deadliest Catch est une activité dangereuse, non seulement pour les pêcheurs, mais aussi pour les équipes de tournage à bord des bateaux. Les problèmes ont commencé dès les premières saisons de la série. Au départ, de nombreuses équipes de tournage n'avaient que peu ou pas d'expérience sur les bateaux de pêche au crabe. Elles ont souvent été confrontées à des dangers qui ne sont pas normalement associés au tournage d'un documentaire. Le capitaine Sig Hansen de F-Overv Northwestern a raconté à l'animateur Jimmy Kimmel qu'il avait sauvé la vie d'un caméraman au cours de la première saison. Il a dû lui crier de s'écarter du chemin quelques secondes avant qu'un pot de crabe de 900 livres suspendu à une grue ne traverse l'espace où se tenait le caméraman. Plus tard, lors d'un autre incident, un problème grave a été révélé dans l'émission spéciale sur les coulisses. Dans cette scène,
Un caméraman inattentif s'est fait tomber la jambe par une trappe ouverte sur le pont de l'un des bateaux alors qu'il s'était engagé involontairement dans le trou. Il a eu 3 côtes cassées et, selon le caméraman, il a dû acheter une caisse de bière pour toute l'équipe, comme le veut la tradition sur les bateaux de pêche au crabe. En dehors de ces questions, il y a eu des interactions entre l'équipe de tournage et les pêcheurs qui sont apparus occasionnellement dans l'émission. Lors d'un épisode de la 4e saison, le capitaine Keith Colburn a demandé à ce que les caméras soient éteintes lorsqu'il s'est disputé avec son frère Monty. C'était tellement intense qu'ils ont essayé d'éteindre les caméras pour éviter que tout le monde ne s'en aperçoive. Malheureusement, dans le feu de l'action, ils ont oublié d'enlever leur micro sans fil, alors que les caméras étaient éteintes. Comme leur micro était allumé, leur échange de coups de feu a été enregistré et présenté dans l'épisode. Toujours dans la 4e saison, F over V, Cornelia. Marie, le capitaine Phil Harris, a demandé au caméraman qui filmait de ne parler à personne de ses blessures de peur, que cela ne gêne sa pêche. Plus tard, Murray Gamrath, membre de l'équipage, et plus tard capitaine par intérim soucieux de son bien-être, a demandé à un caméraman de garder un œil sur lui et de lui signaler tout problème. D'autres problèmes sont apparus pendant le tournage. Au cours de la 5e saison, un événement tragique s'est produit. Jake Anderson a perdu sa sœur, Cependant, les équipes de tournage du Northwestern ont été priées de ne pas filmer Jake Anderson, membre de l'équipe, informé de la mort de sa sœur, ce que les équipes de tournage ont respecté. Plus tard, le 28 septembre 2010, il a été annoncé que 3 des principaux capitaines présentaient tout au long de la série. Les frères Andy et Jonathan Hillstrand et Sig Hansen ne reviendraient pas dans la série en raison d'un litige initié par Discovery Communications concernant les Hillstrand. Plus tard, le 8 octobre 2010, il a été annoncé que les 3 capitaines avaient conclu un accord avec Discovery Channel et qu'ils reviendraient pour la 7e saison. Les choses sont devenues très émouvantes sur le plateau de tournage lorsqu'un membre important a péri dans les mâchoires de la mort. Le 29 janvier 2010, alors que l'équipe de production originale tournait des images de la 6e saison du F over V Cornelia, Marie déchargeant du crabe de mer, Opelio à Saint-Paul, le capitaine Phil Harris, qui s'était auparavant plaint d'être excessivement fatigué, s'est rendu dans sa cabine pour prendre des médicaments contre la douleur et s'est effondré après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il était allongé sur le sol jusqu'à ce que Steve Ward, ingénieur de 2e année, le découvre sur le sol de sa cabine. Il était conscient mais incapable de bouger sa jambe gauche ou sa main gauche. Lorsque Ward l'a vu, il a immédiatement convoqué ses fils Josh et Jake dans sa cabine, pendant qu'il appelait les secours. Selon Tom Bierce, producteur et créateur de Deadliest Catch, Phil Harris avait insisté pour que les équipes de tournage continuent à le filmer. Nous voulons nous souvenir de Phil tel qu'il était, a déclaré Tom Bierce à Kate O'Hare, rédactrice de Zapped White. Comme Kate O'Hare. Nous voulons nous souvenir de toute la dynamique, mais en même temps, le gars était persistant quand nous faisions cela, disant « Mec, tu dois le faire ». Il faut que l'histoire se termine sur la force et la résilience des liens familiaux, en particulier des liens entre père et fils. Vous voulez filmer ça? Filmez ça. Il a ajouté qu'il avait respecté les souhaits de M. Harris et qu'il avait continué à filmer, alors que ce dernier était transporté par avion à Anchorage, en Alaska. C'est là que les médecins ont pratiqué une opération d'urgence du cerveau pour réduire la pression qui s'accumulait dans la voûte crânienne et éviter d'aggraver les lésions cérébrales. Harris a passé 11 jours aux soins intensifs avant de succomber à des complications liées à son accident vasculaire cérébral le 9 février 2010. Ce fut une perte tragique pour tout le monde, mais la série devait aller de l'avant. Lors de ses funérailles, la fanfare Soul Rebels a interprété pour lui un jazz de style Nouvelle-Orléans dans l'émission After the Catch.
Avec Deadliest Catch, les défis et les luttes se sont accompagnés d'un accueil positif et de critiques. D'après les rapports, Deadliest Catch attire régulièrement de nombreux téléspectateurs sur Discovery Channel. Cependant, la 3e saison de la série a attiré plus de 49 millions de téléspectateurs tout au long de la saison et plus de 3 millions de téléspectateurs par épisode diffusés en première diffusion, ce qui en fait l'un des programmes les plus réussis de 2007 sur la télévision câblée. Une analyse plus poussée a révélé que les audiences globales de la 6e saison dépassaient celles de la 5e de plus de 10%. En conséquence, Deadliest Catch a régulièrement gagné son créneau horaire. L'audience de la première saison de Slow Burn a atteint le record de 4,6 millions de téléspectateurs le 22 juin 2010, ce qui a fait chuter l'audience. Selon les statistiques, le premier des 5 épisodes traitant de l'attaque cérébrale de Phil Harris et de ses conséquences a attiré 5,2 millions de téléspectateurs. Il s'agit d'une augmentation de 10% par rapport à Slow Burn. Le 13 juillet 2010, ils ont décidé de diffuser un épisode Redemption Day qui traite de la mort de Harris à la fin de l'épisode. Cet épisode a établi un nouveau record d'audience pour l'émission avec 8,5 millions de téléspectateurs, ce qui en fait la 3e émission la plus regardée de l'histoire de Discovery Channel. Plus tard, en 6, l'étude du New York Times sur les 50 émissions de télévision les plus appréciées sur Facebook a révélé que Deadliest Catch était surtout populaire dans les régions rurales froides et proches de la mer, en particulier en Alaska et dans le Maine. Plus tard, en 2011, Matt Zoller, Sites a également fait l'éloge de cette série de télé-réalité, qui est véritablement une série documentaire sur les ravages causés par un travail physique acharné, et a déclaré que d'autres séries essayant de l'imiter telles que Ice Road Truckers et Swamp People ont tendance à manquer l'atmosphère et l'attention profonde portée à la psychologie qui rendent cette série si spéciale. C'est ainsi que les gens ont aimé et considéré Deadliest Catch: The Confessions. À un moment donné de sa carrière, Sig Hanson a failli provoquer un énorme désastre pour Deadliest Catch lorsqu'il a commencé à s'ouvrir à de nombreux défis. Écoutons ce qu'il a à dire. À 59 ans, Sig a passé des décennies et une grande partie de sa vie à travailler dans les eaux brutales et glacées de la mer de Bering. Dans une interview accordée à Fox News Digital, Sig a expliqué que les tempêtes et les températures glaciales n'étaient pas les seuls à mettre sa vie en danger. D'autres dangers étaient associés à son travail. Il a poursuivi en racontant sans détour les décisions dangereuses qu'il avait prises en mer. À une occasion, il a pris un appel motivé par l'ego qui a failli lui coûter tout. Sig a fait remarquer que c'était le glaçage vers le bas qui était motivé par l'ego. Et lorsque vous êtes guidé par votre ego, que vous vous souciez de gagner plus d'argent, et que votre cupidité l'emporte sur votre bon sens, ce n'est pas bon. C'est un véritable aveu. Plus tard, Sig s'est penché sur une carrière riche en décisions à forts enjeux et aux conséquences encore plus lourdes. Bien qu'il ait survécu à certaines des conditions de pêche les plus périlleuses, il a admis qu'il y avait des moments qu'il ne cesserait jamais de regretter. Il a déclaré « Il y a beaucoup de regrets. Je veux dire, bon sang, j'ai eu une crise cardiaque en mer. J'aurais peut-être dû raccrocher les éperons il y a longtemps, et pour un pêcheur, il y a toujours une mauvaise saison, n'est-ce pas? J'ai donc beaucoup de regrets, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais nous avons eu de la chance. Nous n'avons perdu personne, et tout le monde va bien. C'est donc une bonne chose. Par ailleurs, il a vécu un moment presque tragique lorsqu'il a rejoint Deadliest Catch au début de l'émission. Il a déclaré sans détour que cette expérience le hantait encore aujourd'hui. Au cours de ses premières années, il a commis une erreur qui a entraîné la blessure grave d'un membre de l'équipage. Sig a dit « Il y a un gars qui a été blessé. Je ne dirai pas son nom. C'était il y a de nombreuses années. Je pense que j'avais 27 ou 28 ans. C'était après une tempête. J'ai vu la vague arriver, mais je n'ai pas réussi à appuyer sur l'alarme pour le prévenir. Lorsqu'elle l'a frappé, elle l'a proprement projeté sur le pont et il s'est vraiment abîmé le dos.
Après l'incident, le membre de l'équipage s'est rétabli et s'est complètement remis de sa blessure. Bien que le membre d'équipage soit retourné à la pêche, l'accident a secoué Sig, qui n'arrivait pas à l'oublier. Il a déclaré « Parfois on ne parle pas des minutes, vous parlez de secondes où des choses peuvent se produire. C'est ce qui s'est passé et j'en ai tiré une précieuse leçon. » Il a ajouté qu'il avait retenu de cet accident de bateau qu'il ne fallait pas se laisser distraire dans la timonerie. Cela lui permettait d'être toujours sur le qui-vive. C'est cette fraction de seconde où l'on considère que tout va de soi, et c'est ce qui s'est passé. Après cela, je n'ai plus jamais joué de musique là-haut, du moins pendant que je pêchais. Malgré ses dizaines d'années d'expérience, l'océan a continué à l'humilier et à lui apprendre de nouvelles choses chaque jour. Il a tiré une autre grande leçon de sa vie lors d'un moment terrifiant où son bateau s'est mis à geler dans des conditions inférieures à zéro. Au cours de sa carrière, il a également été victime d'un accident d'incendie. Ce moment a été filmé, et il est devenu encore plus intense parce que sa fille Mandy était à bord. Il a fait part de son expérience à Fox News Digital. Nous avons eu un incendie à bord. Ma fille était avec nous et c'est vraiment effrayant. Je n'arrête pas d'y repenser. Si l'incendie avait éclaté 1 heure plus tôt, je pense que nous aurions eu de gros problèmes. Heureusement, ce jour-là, l'équipage était vigilant et prêt, sinon cela aurait été la pagaille. Sig explique dans l'interview que nous avons réussi parce que les gars étaient très attentifs et que lorsque le feu s'est déclaré, ils étaient déjà prêts à commencer à pêcher sur le pont. Mais ils venaient juste de dormir dans leur couchette. Sig a également admis que le temps passé en mer avait mis à l'épreuve non seulement son endurance physique, mais aussi son cœur. À un moment de sa carrière, il a été victime d'une crise cardiaque qui a failli lui coûter la vie. C'était une grave crise de santé qui l'a affecté pendant un certain temps. Au cours de cette période, il a également dû faire face à la perte tragique de la destination F/V en 2017. Avec autant d'événements tragiques autour de lui, il a envisagé à plusieurs reprises s'il était temps pour lui de s'éloigner complètement de l'océan. Cependant, depuis lors, il est plus prudent et plus conscient de ce qui est en jeu, comme il l'a dit à Fox News Digital, sur ce à quoi la retraite pourrait ressembler pour lui à l'avenir. J'y ai réfléchi depuis. Plus de peur lorsque vous mettez des casseroles sur le bateau, plus de peur pour tous les autres. Et puis on se dit que ma femme a passé des décennies à m'attendre. Pourquoi ne pas lui donner ce qui me reste? C'est ce que je fais. Lors de sa crise de santé, Sig a également confié que l'une de ses craintes concernait sa famille et ses proches. La crise cardiaque lui a fait prendre conscience de la réalité de la vie. Honnêtement, en ce qui concerne la famille, cela m'a ouvert les yeux, a déclaré Hanson en toute sincérité. Je veux dire que je veux passer plus de temps avec eux. Et c'est comme si vous aviez une meilleure appréciation. Avec l'âge, on voit les choses différemment. Si vous êtes un mauvais père, vous voulez être un meilleur père, a-t-il réfléchi. Et si on ne peut pas être un meilleur père, on devient un bon grand-père. Vous essayez donc de rattraper tout ce temps perdu. Outre la crise cardiaque, Sig a également raconté comment il a failli perdre la vie à une autre occasion. J'allais prendre le bateau pour Seattle. Le voyage dure environ 7 jours, se souvient Hanson. Ce jour-là, ce qui l'a sauvé, c'est que son frère a proposé de s'occuper du voyage, ce qui lui a permis de prendre l'avion plus tôt pour rentrer chez lui. C'est une décision qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Avant leur départ, il a fait une chute brutale sur la glace et s'est cogné le nez. Au lieu de s'occuper de la douleur, il s'en est débarrassé et a pris l'avion pour rentrer chez lui. Il a attendu un jour à Dutch Harbor avant de poursuivre son voyage. Malheureusement, dès son retour, les choses ont empiré. Je me suis réveillé, j'avais une infection, et mon visage avait l'air d'être gonflé, raconte-t-il. C'était comme si une balle de golf sortait de ma narine. Hanson, alarmé, a crié à sa femme. « Tu m'as empoisonné !» Elle a répondu. « Non, il faut t'emmener à l'hôpital. » Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, il a été immédiatement pris en charge et les médecins lui ont rapidement administré des antibiotiques. Elle a dit « En fait, tu sais quelques heures de plus et tu seras parti. » Lorsque Sig a entendu cela, il a eu peur et a réalisé que s'il avait été en mer, il n'aurait probablement pas survécu. Plus tard dans la saison 21 de Deadliest Catch, Sig a fait équipe avec le capitaine de retour Jonathan Hillstrand
et tous deux se sont rendus sur l'île abandonnée d'Afak à la recherche d'un crabe royal géant selon la rumeur. C'était la façon pour Sig de dire au public qu'il ne laissait pas tomber Deadliest Catch si facilement et le voyage continue. Que pensez-vous de Sig Hansson? Pensez-vous qu'il est allé trop loin en partageant les défis auxquels il a été confronté dans Deadliest Catch? Laissez vos commentaires dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos affichées sur votre écran.